journal, Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, le projet RED plus Readiness et Pro-RED prend fin le 30 juin prochain. Les résultats du projet ont fait l'objet d'un partage hier à Lomé entre différents acteurs et partenaires. Le clergé de l'Afrique de l'Ouest est à la recherche d'une nouvelle façon d'évangéliser. Plus de 150 cardinaux, archevêques et évêques de la sous-région sont réunis depuis hier à Ouagadougou au lendemain des attaques contre des fidèles de leur communauté. Vers un apaisement du climat sociopolitique au Soudan, un accord a été trouvé hier entre manifestants et militaires sur une transition politique de 3 ans. Et puis, sport football, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines est à l'étape des demi-finales. Les différentes affiches en fin de journal. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le premier inventaire forestier national, la formation technique de 165 agents du ministère en charge de l'environnement, en gestion durable des ressources forestières et le renforcement des capacités de plus de 2000 acteurs intervenant dans la gestion des forêts. C'est le bilan du projet appui à la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts au Togo RED plus Readiness et la réhabilitation des forêts au Togo Pro-RED. La clôture officielle du projet a eu lieu hier à Lomé, à Maramoussa. Cette clôture officielle, après 5 ans de mise en œuvre, a réuni autour du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, le professeur David Wonu Oladokoun, les acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers du projet. Ce fut l'occasion de partage des différents acquis du projet financé à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA par le gouvernement allemand à travers la GIZ. Professeur David Wonu Oladokoun. L'un des résultats phares a consisté en la préparation et l'exécution entre 2015 et 2016 du premier inventaire forestier national du Togo, avec une forte implication du personnel de l'administration forestière à tous les niveaux d'intervention. L'autre résultat concerne la mise en œuvre des tests d'exploitation des forêts communautaires et étatiques en collaboration étroite avec le personnel de l'administration forestière et les populations locales. Pour la pérennisation des acquis du projet, plusieurs initiatives ont été entreprises depuis le début de son exécution. Andreas Schlembacher, chef projet à la GIZ. Durant toute la durée du projet, nous avons pris soin à être en étroite collaboration avec d'autres bailleurs, partenaires techniques financiers, entre autres l'Union européenne, la Banque mondiale, mais aussi bien d'autres, qui sont prêts en partie d'utiliser ces acquis qui sont aujourd'hui des produits du ministère et pouvoir les mettre à l'échelle. Et notre ministère de coopération allemande semble être prêt à proposer à partir de l'année 2020 un nouveau projet dans le cadre de la restauration des paysages forestiers, aussi en vue de mettre à l'échelle les acquis du ProRED. La mise en œuvre du projet qui prend définitivement fin le 30 juin prochain a optimisé la gestion participative des ressources forestières au Togo. Les organisateurs de la société civile impliqués dans la lutte contre le sida se mettent à niveau pour une meilleure riposte contre le VIH. La plateforme a présenté ce mercredi à Lomé le plan d'intervention des actions à mener d'ici 2020. Alice Berthe Barandao. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour la riposte contre le VIH au Togo en 2020. Mais comment être plus efficace alors que l'échéance arrive? La plateforme des organisations de la société civile a élaboré une cartographie des actions innovantes pour une accélération de la riposte. Eugène Novon, président du conseil d'administration de la plateforme. Les activités innovantes, c'est que les personnes qui sont séropositives puissent aider à ce que d'autres personnes qui étaient en contact avec elles puissent être testées et dépistées, ainsi de suite. Et l'une des activités innovantes, c'est qu'on ne va plus attendre à ce qu'un bilan fait forcément pour mettre sous traitement les personnes dépistées. Une fois que la personne a été dépistée, on la met sous traitement. Et nous devons atteindre les 3,90 d'ici décembre 2020.
L'ONU-SIDA apprécie l'implication réelle des organisations de la société civile dans la lutte contre l'infection au Togo. Le directeur pays, Christian Mwala, les a conviés à être plus efficaces et à atteindre leurs actions à d'autres secteurs. Dr Maboudou et Angèle, conseillère en information stratégique. Dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, les couvertures de dépistage, les couvertures de prise en charge sont nettement inférieures que celles des autres régions de l'Afrique, notamment de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est, alors que ce sont ces régions-là qui avaient des prévalences très élevées. Donc, on a constaté que pour pouvoir combler ces écarts de couverture, il va falloir appuyer la société civile pour sa contribution dans la lutte contre le VIH-Sida dans la région. Le coordonnateur du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, professeur Vincent Pichet, tout en saluant les compétences retenues pour le travail, les a prodigués d'utiles conseils quant à l'orientation et l'efficacité de leurs interventions pour une diminution de la charge virale de l'infection d'ici 2020. L'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL, a organisé hier une conférence de presse à Lomé sur le bromate de potassium. Il s'agissait pour les organisateurs en collaboration avec la Ligue togolaise des consommateurs LTC et l'Association togolaise des consommateurs ATC d'informer les consommateurs sur les dangers liés à la consommation du pain fabriqué à base de cette substance appelée bromate. C'était en présence des représentants du ministère de la Santé, des boulangers et des consommateurs. Martin Kokou Asiato, chef section technologie alimentaire à l'Institut technique de recherche alimentaire ITRA, au micro de Gako Patrice. Le bromate de potassium, c'est un améliorant prohibé dans les pays depuis des années. Mais on a constaté qu'au Togo, la majeure partie des boulangers et pâtissiers utilisent cet améliorant. Par défaut de manque de technologie et de connaissance de la pratique en boulangerie, on l'utilise pour faire augmenter le volume du pain. En augmentant le volume du pain, eux, ils gagnent en argent. Mais au niveau santé, ça détruit la population. Parce que c'est pas un produit dont l'effet est simultané. C'est à des années, 10 ans, 20 ans après, vous allez constater des cas de cancer qui apparaissent. Nous sommes tous exposés. Eux-mêmes, ils sont exposés. Parce qu'en touchant le bromate de potassium, ces comprimés dangereux, elles l'ont par la peau, elles l'inhalent et c'est elles qui partent le plus souvent vite par l'effet de ces produits. Le jeûne du Ramadan a débuté chez les musulmans la semaine dernière. C'est un mois qui se caractérise par des privations, des exercices de pénitence et de prières intenses. Ce faisant, les fidèles de Mohammed doivent s'abstenir de certaines actions et pratiques afin de ne pas encourir la colère d'Allah. Quels sont donc les interdits du jeûne au cours de ce mois sacré? Des éléments de réponse dans ce magazine de Honoré Boulissatom. Présentation Sylvie Tiangaï. Pour les musulmans, le mois de Ramadan est marqué par le jeûne, l'un des 5 piliers de l'islam. Cette pratique célèbre la révélation du Coran à Mahomet pendant la nuit du destin. Ainsi, les fidèles musulmans doivent se priver de l'eau et de nourriture du lever au coucher du soleil. Cependant, ce n'est pas la seule restriction qui est imposée aux pratiquants en cette période de Ramadan. Koubada Mohamed Ali, chargé des projets de l'ONG Al-Wifaq pour le développement social et culturel, nous en parle. En islam, jeûner, ce n'est pas le fait de se priver de manger ou de boire. Au-delà de cela, le sens voulu par le jeûne est très profond. Le premier point, c'est le rapport charnel. C'est interdit et ça annule le jeûne. Deuxième point, nous avons la masturbation. C'est interdit. Le troisième point, c'est les injections qui prennent la place de la nourriture. Dieu dit aux femmes, une fois qu'elles voient les règles, bien les lochis, elles doivent se garder de jeûner pendant le temps de ces règles, mais après le mois de Ramadan, elle va rembourser. Les vomissements aussi annulent le jeûne. Mais si c'est involontairement, ça n'annule pas. En dehors des interdits sur lesquels tous les fidèles musulmans sont unanimement d'accord, il existe d'autres, notamment le fait de ne pouvoir pas écouter de musique, utiliser un langage grossier ou de se maquiller, sur lesquels les avis des ulémas divergent. Nous retrouvons une fois encore Koubada Mohamed Ali. Nous avons 4 classes, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Andafi et puis Imam Ahmed. Donc, chacun maintenant, selon sa classe, il va ajouter un élément ou bien il va peut-être dire que pour moi, les imams Maliki disent que non, n'importe quelle piqûre,
tu prends, ça annule le jeûne. D'autres aussi, quand tu jeûnes et puis on te donne le sérum, tu romps le jeûne. D'autres disent que non, il faut analyser le type de sérum. D'autres disent quand on vous fait dialyse, ça peut annuler le jeûne. Selon les hadiths de Abu Hanifa et Malik, celui qui rompt volontairement son jeûne encourt la colère d'Allah. Il doit par expiation soit affranchir un esclave, jeûner durant 2 mois consécutifs ou donner à manger à 60 pauvres. Le jeûne exige donc de l'honnêteté avec l'espoir d'avoir des récompenses auprès d'Allah. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, la 3e assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, sous le thème « La nouvelle évangélisation et le développement humain intégral dans l'église famille de Dieu en Afrique de l'Ouest ». Jusqu'au 20 mai prochain, les participants vont s'écouter et partager leurs expériences pour redonner un nouveau souffle à leur action missionnaire. Mais actualité oblige, la cérémonie officielle d'ouverture a été fortement marquée par les assassinats de chrétiens catholiques ces derniers jours. Gabriel Aïna. En effet, une attaque terroriste a visé expressément une communauté catholique en pleine célébration eucharistique dimanche à Dablo, faisant 6 morts, dont le prêtre célébrant. Le lendemain, dans le diocèse de Ouaïgouya, il y a eu 4 victimes avec la destruction de la statue de la Vierge Marie. Toujours lundi, une attaque a visé également un curé. Par le mot du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, Siméon Sawadogo, le président du Faso a fait remarquer que ces attaques terroristes, outre les nombreuses victimes, ont pour corollaire les risques de conflits intercommunautaires, de repli identitaire et de fragilisation du tissu social. Il a de ce fait sollicité les prières et les bénédictions des archevêques. À l'issue de la cérémonie officielle, le président du Faso s'est prononcé sur cette nouvelle donne dans la lutte contre le terrorisme. Roch-Marc Christian Kaboré a estimé que cette tuerie doit interpeller l'ensemble des Burkinabés à l'union, au vivre ensemble, quelle que soit la religion et l'ethnie. Tentative de résolution de crise au Soudan, une période de transition politique de 3 ans est le compromis trouvé hier entre les militaires et les représentants des manifestants. C'est après cette période que le pouvoir sera transféré aux civils. Milek Agboko. C'est le général Yasser Atta, membre du conseil militaire, qui a annoncé le compromis trouvé entre les militaires et les représentants des manifestants. Les uns voulaient une transition de 2 ans, les autres de 4 ans. Finalement, la transition durera 3 ans. Selon le général Atta, les 6 premiers mois seront consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. L'officier supérieur a également fait état d'un accord sur les prérogatives et la composition de la future assemblée législative. Elle comprendra, a-t-il précisé, 300 membres désignés et sera constituée à hauteur de 67% par des représentants des manifestants réunis au sein de ALC. Le reste de l'Assemblée sera occupé par les forces politiques non affiliées à ce regroupement. En revanche, le général Yasser Atta n'a pas fait état d'un accord sur la composition du Conseil souverain. Cet organe sera la haute autorité de la période de transition devant précéder le transfert total du pouvoir aux civils. L'armée cherche à avoir la majorité, tandis que ALC veut qu'il soit dominé par les civils. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus, les enfants présentant des troubles spécifiques de langage n'apprennent pas au même rythme que les autres. Ils éprouvent d'énormes difficultés d'apprentissage, souvent avec des échecs répétitifs. Comment vite détecter les troubles de langage chez les enfants pour une meilleure prise en charge? Alice Berthe Barandao. La communication parlée ou écrite peut être perturbée à tous les âges de la vie. Ces dysfonctionnements peuvent gêner les enfants dans leur cursus scolaire ou dans leur vie. Coré Kossi Alfred, président du premier congrès international des orthophonistes. Les enfants présentant les troubles spécifiques du langage et des apprentissages n'apprennent pas au même rythme que les autres. Ces troubles occasionnent une lenteur, une fatigabilité et des problèmes d'organisation. Face à ces difficultés, un besoin d'adaptation s'avère nécessaire. En l'absence de diagnostic et de prise en charge adaptée, ces difficultés vont croissantes, avec à terme un risque d'échec scolaire et plus tard des difficultés sociales ou professionnelles. Comment les parents peuvent rapidement détecter de tels troubles de langage chez les enfants pour une prise en charge adaptée?
Emmanuel Etognon, orthophoniste au CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Déjà à la naissance, l'enfant doit crier. Si l'enfant ne crie pas, il faut déjà sur cet enfant voir s'il n'y a pas des troubles du langage qui vont s'installer. Aussi, déjà à partir de 3 mois, l'enfant doit pouvoir réagir au son de son environnement. Lorsqu'il y a un bruit, déjà à 1 an, l'enfant doit pouvoir dire les premiers mots. Et également à 3 ans, l'enfant doit pouvoir dire les phrases à 2 mots. Et à 5 ans, l'enfant est censé articuler très bien et dire bien tous les sons de la langue. S'il n'arrive pas à le dire également, il faut se dire qu'il y a un problème. Et également, il y a ces enfants qui présentent les troubles sévères de la lecture et de l'écriture, du calcul. Ces enfants vont d'échec en échec. Et comme les enseignants, le monde, les parents, ils ne connaissent pas encore l'orthophonie, ils pensent que c'est un enfant paresseux, alors que c'est un enfant qui présente de réelles difficultés. Et ces enfants, il faut très vite les amener chez l'orthophonie. À mercredi prochain. Tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, les demi-finales se jouent ce jeudi entre le Nigeria et le Ghana, le tenant du titre d'une part, et d'autre part la Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Mali. Milek Aboku. 2 demi-finales aux allures d'une finale, l'une 100% anglaise et l'autre 100% francophone. Le Nigeria qui a maté tout sur son passage, 3 matchs, 3 victoires, 5-1 devant le Burkina Faso, 15-0 face au Niger et 2-0 devant le Mali. Le Nigeria affiche toute son intention de soulever cette fois-ci ce trophée. Mais attention, les Nigérians seront face à leurs homologues ghanéennes, détentrices du trophée. Coup d'envoi, 18h30, temps universel. Mais bien avant ce duel, la première demi-finale mettra aux prises la Côte d'Ivoire, pays hôte, au Mali à 16h temps universel. En rappel, le Togo classé 3e dans sa poule avec 3 points moins 10 est de retour au pays depuis mardi. Le milieu de terrain John Obi Mikel est candidat à un retour dans l'équipe du Nigeria par la CAN pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet. Mikel s'est entretenu avec le coach Raw en Angleterre et lui a confirmé qu'il sera opérationnel pour la CAN, a déclaré un officiel de la sélection nigériane. Le Nigeria, vainqueur en 2013 en Afrique du Sud, fait son retour en phase finale de la CAN après avoir manqué la qualification lors des 2 précédentes éditions. Comme l'imaginait plus d'un, l'international ivoirien Yaya Touré n'a pas encore l'intention de mettre un terme à sa carrière. Le milieu de terrain affirme qu'il est prêt à relever le nouveau défi, pas forcément en Europe. Sa retraite, il a bel et bien l'intention de l'annoncer lui-même, sans aucun intermédiaire. À 36 ans, Yaya Touré n'a pas encore envie de raccrocher les crampons. Et puis les championnats du monde 2019 de taekwondo débutent ce mercredi à Manchester. Parmi les favoris, quelques Ivoiriens comme Ruth Gbagbi, championne du monde en titre, et Tchèque Cissé, champion olympique en 2016. 2 athlètes qui seront très suivis en Côte d'Ivoire. Le pays se passionne de plus en plus pour cet art martial, le 2e sport du pays derrière le football. Cette édition s'achève. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Pour l'essentiel, retenez que le projet RED plus Readiness et ProRED prend fin le 30 juin prochain. Les résultats du dit projet ont fait l'objet d'un partage hier à Lomé entre différents acteurs et partenaires. Et puis le clergé de l'Afrique de l'Ouest est à la recherche d'une nouvelle façon d'évangéliser. Plus de 150 cardinaux, archevêques et évêques de la sous-région sont réunis depuis hier à Ouagadougou au lendemain des attaques contre des fidèles de leur communauté. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg